Masechet Sanhedrin, Daf Kaf He Amud Bet. On va commencer à partir de la 5e ligne. Metive Amesahek Bekubia, Eluhen Amesahakim Bepispesim, Velo Bepispesim Bilvad Amru, Ela Afilu Klipe Egozim, ou Klipe Rimonim. Ve'matai Hazaratan, Misheishberu et Pispesehem, V'yahazru Bahem. Hazara Gemura, de Afilu Bechinam, Lo Avde. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous en souvenez, on avait appris dans la Mishnah une halakha concernant la disqualification d'un homme pour être témoin ou juge. Toute personne bénéficie de présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, on considère que tout homme est cachère. Et si tout homme est cachère, il est apte au témoignage. Il peut témoigner. Ou bien, si en plus il a étudié, c'est un dayan, eh bien il peut juger. On peut être juge, on peut être témoin. Mais il y a malheureusement des mauvais comportements qui peuvent invalider la personne pour l'une de ces deux fonctions. On avait vu dans la Mishnah qu'il y a des gens qui ne sont pas cachères pour être témoins, ou à plus forte raison, être juges. Par exemple, les joueurs au casino, Amesahek Bekubia, ceux qui jouent avec les cubes, ce qu'on appelle jouer avec le dé. Comment? Toi et moi, on fait un pari. Moi, je dis numéro 5. Il va tomber, tu vas voir le chiffre 5. Toi, quel chiffre tu dis? Toi, tu as dit 3. Allez, on joue au dé. Mets d'abord l'argent sur la table. Chacun met 100 shekels et on joue au dé. Celui qui a gagné empoche toute la somme. Un homme pareil n'est pas cachère. Nachon, mais sahek bekubia. Ou encore, vous vous souvenez pourquoi il n'est pas cachère? On avait dit qu'étant donné que ces jeux d'argent entraînent du gezel. Pourquoi du gezel? Après tout, celui qui a misé, il a misé volontiers. Personne ne l'a obligé. Personne ne l'a obligé à jouer au casino. Il est venu de lui-même, il a risqué son argent, il a perdu, eh bien tant pis pour lui. Pourquoi on considère que celui qui a gagné est un voleur de celui qui a perdu? Mais celui qui a perdu, il est venu de bon gré et il a posé l'argent sur la table avant le jeu. Il a pris le risque de perdre. Pourquoi on considère que le gagnant est voleur du perdant? Alors on avait dit qu'il y avait une explication selon laquelle Asmarta Lakania. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce monsieur qui a perdu, en fait, il n'a pas joué pour perdre. Il a joué pour gagner. Et dans sa tête, il s'est dit, je veux gagner. Il est sommaire. Asmarta, il est sommaire de gagner. Et il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent, il s'est dit, peut-être qu'en jouant au casino, je vais gagner. Et Mskin, non seulement qu'il n'a pas gagné, mais il a perdu. Il n'a que ses larmes pour pleurer. Il sort avec 2 tichous à la main, et c'est comme ça que cet homme-là, quand il a perdu, l'autre a gagné, c'est comme s'il lui a volé. Parce qu'il n'a pas perdu de bon gré. D'autres disent que non, après tout, on ne peut pas considérer voleur un homme qui a gagné dans le jeu. Alors pourquoi les joueurs au casino sont pas cachères? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ce sont des bons à rien, des vauriens. Ils passent leur temps à jouer. Ils n'ont pas la responsabilité de l'argent. Ils n'ont pas la valeur de la vie. Ils ne travaillent pas. Ils ne construisent pas le monde. Ces gens-là, ils ont des vices. Exactement. Étant donné que pour eux, la vie n'a pas vraiment de sens, ils pourront
témoigner Besheker pour gagner encore un peu d'argent et aller encore jouer au casino. Ça ne les dérange pas de témoigner à tort ou de juger à tort pour gagner un peu d'argent, parce qu'ils n'ont pas de valeur à quoi que ce soit. Deuxième opinion, c'est celui qui a gagné en volant l'autre. Eh bien, c'est comme un voleur. Dans ce cas-là, lui aussi, étant donné qu'il a trait à l'argent, il sera capable, en étant soudoyé par quelqu'un qui lui demande de venir témoigner en sa faveur, il lui donne 2 sous, il est capable de venir et mentir en faisant une fausse déposition. Tout cela, c'est la raison pour laquelle Hachamim ont invalidé toute une série de gens qui ont une attirance pour l'argent, tels que Mesachek Bekubia, Malve Beribit, Mafri Hayonim, Vesohare Shevi'it. Qui est-ce qui rentre dans le cadre des gens qui sont capables de mentir pour un intérêt lucratif? C'est Malve Beribit, celui qui prête avec intérêt, Mafri Hayonim, celui qui fait voler les pigeons. Alors on avait vu 2 Pirushim, Sohare Shevi'it, ceux qui commercent avec les fruits de la Shemitah. Normalement, les fruits de la Shemitah, il faut les abandonner. N'importe qui peut rentrer dans le jardin et s'en servir. Que fait le propriétaire? Eh bien, figurez-vous qu'il se comporte pendant l'année de la Shemitah comme une année normale, à savoir, il récolte et il garde dans son entrepôt. Ça, c'est une avera, parce qu'il fait ce qu'on appelle Sehora Beperot Shevi'it. Et la Torah dit Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. Le'ochla velo lishora. Le produit agricole de la Shemitah, c'est pour manger, mais pas pour commercialiser. Alors maintenant, les frères et les amis, là où la Gemara s'arrête, c'est sur un point. Vous vous en souvenez, la mahloket, à propos des pigeons. Comment traduire Mafrihe Yonim, ceux qui font voler les pigeons? Et alors, pourquoi ils ne sont pas cachers? Il y en a un qui a expliqué qu'il s'agit de quelqu'un qui est en train de parier avec son voisin. Chacun est propriétaire d'un pigeon qu'il a dompté, qu'il a dressé, et il leur a appris à voler très vite. Alors il a dit, maintenant viens, on va faire la course. Lequel pigeon est plus rapide? Le tien ou le mien? Et comme ça, il fixe un objectif, et on verra qui est-ce qui va gagner la course. Le jeu du tiercé. Alors, il n'est pas cachère pour cette raison. C'est comme Mesachek Bekubia. Il parie, mais pas avec le dé, Kubia, mais il parie avec les pigeons. Mais il y en a un autre qui dit, c'est Ada. C'est quoi Ada? C'est un pigeon voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Voleur de pigeons. Il envoie un pigeon dans le pigeonnier des voisins, et ce pigeon-là, il a été dompté, dressé, pour savoir séduire les autres pigeons et les amener chez le propriétaire de ce pigeon-là, du pigeon voleur. Et ça s'appelle, comment ils s'appellent ceux qui se sont fait avoir? Ils se sont fait pigeonner. Ils sont voyageurs. Claude, c'est fermé, Claude. Ils arrêtent de voler. Ils volent pour voler, et c'est un pigeon qui va prendre les autres pigeons. En tout cas, les amis et les frères, la Gemara maintenant s'arrête là-dessus. On avait dit, on a posé toutes sortes de questions, vous vous rappelez? Il y avait toute une analyse à ce propos. Et maintenant, la Gemara enchaîne avec une nouvelle question. Et elle va dire, comment tu peux dire qu'il s'agit ici d'un pigeon dressé pour aller voler les pigeons des autres pigeonniers? C'est pas possible. Après la lecture de la Braïta qu'on va lire immédiatement, tu vas voir que ce n'est pas possible. Et donc, qui devrait avoir raison? Celui qui a dit que Mafri Hayonim, ce n'est pas celui qui a dressé son pigeon
pour aller voler les autres pigeons, c'est tout simplement celui qui va parier avec son voisin au jeu du tiercé. C'est-à-dire, chacun a dressé son pigeon pour la course et il parie avec son voisin. Toi, tu mets 100 shekels, moi 100 shekels. Le pigeon qui va gagner la course, eh bien, c'est son propriétaire qui va empocher l'argent. D'accord ? C'est encore une fois comme le joueur au casino. Alors maintenant, la Gemara va démontrer que ce pirouche est le vrai, car le pirouche de voler d'autres pigeons, c'est pas possible à la lecture de la braïta suivante. Voici la lecture. Elle est très longue, la braïta. Munissez-vous de patience. Métive. Vous savez que quand on emploie la terminologie métive, c'est une citation. C'est une question basée sur une citation. Ça peut être la citation d'un pasouk, citation d'une Mishnah ou citation d'une baraïta. Que dit cette braïta? Cette braïta va nous parler de la teshuva, des gens qui veulent se repentir par rapport à un comportement négatif. Par exemple, Hamesahek bekubia elu hamesahakim bepispasim. Ce sont les gens qui jouent avec des pispas. C'est quoi des pispas? Ce sont des dés en bois. Velo bepispasim bilvad amru. Et là, filou clippé egozim ou clippé rimonim. Il n'y a pas que les dés, les cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être n'importe quel objet. C'est-à-dire, même des coquilles de noix. D'accord? Il joue avec des coquilles de noix. Ou avec même des pots de grenade qu'on a mis à sécher. Et on écrit dessus des chiffres. 1, 2, et ainsi de suite. Ça ne change absolument rien. Quel est l'objet du jeu? C'est l'esprit qui se dégage de ce jeu qui est problématique. Asmarta lakania. Ve'ematai hazaratan. Et quand est-ce qu'on considère que ces joueurs au casino ont fait vraiment teshuva et par conséquent, ils peuvent être réhabilités pour le témoignage? Désormais, il s'appelle Baal Teshuva, et donc on peut l'accepter en tant que témoin. Ça ne suffit pas de dire « Oui, je fais Teshuva, ça y est, j'ai regretté ». Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? « Misheisha beru et pispesehen, v'yahazru bahem hazara gemora » à partir du moment où ils vont casser leur pispas. Quand ils ont fait un acte, et pas que des paroles, ils ont brisé, ils ont pris un marteau et ils ont cassé le dé. Là, ça s'appelle, ils ont fait un acte qui exprime leur sincère volonté de teshuva. Dans ce cas-là, ça marche. Mieux encore, c'est quoi Hazara Gemora? Une vraie teshuva d'Afilu bechinam lo avde. Même jouer gratuitement, il ne joue plus. C'est-à-dire, normalement, si on joue, toi et moi, avec le dé, dis-moi, qu'est-ce que tu dis, toi? Numéro 6? Moi, je dis numéro 1. Et on joue au dé. Est-ce que ça y est, on est disqualifié? Pas du tout. Pourquoi? On n'a pas joué pour de l'argent. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on dit que même gratuitement, il ne joue plus? La réponse, c'est que, comme dit Rambam dit que quelqu'un qui veut faire teshuva, il faut qu'il aille à l'autre extrême. Rambam dit que quelqu'un qui veut faire teshuva, c'est comme une barre qui a été tordue. Quand tu veux redresser une barre tordue, comment tu fais? Eh bien, tu la tords de l'autre côté. Et après, tu la redresses. Ça veut dire que tu ne peux pas redresser une barre tordue juste en essayant de la mettre à niveau. Tu n'y arriveras pas. Parce que chasse la nature, elle revient au galop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'autre extrême. Et là, quand tu vas aller à l'autre extrême, ensuite tu pourras retrouver le juste milieu. Là aussi, normalement, il n'y a pas de issue de jouer gratuitement. Mais ces gens qui ont passé leur temps à gagner de l'argent avec le jeu, alors ils doivent s'arrêter de jouer totalement, ils doivent même briser
l'objet du jeu. Ou encore, malvé beribit, on avait dit que celui qui prête avec intérêt est disqualifié. Et hada malvé, ve hada lové, qu'il soit créancier ou qu'il soit emprunteur, alors ils sont disqualifiés. Ve ematay hazaratan, à partir de quand peut-on considérer que le prêteur avec intérêt ou l'emprunteur avec intérêt ont fait teshuva? Mishikreu et shtarehen. À partir du moment où ils vont déchirer le shtar, l'acte de prêt. Ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Est-ce que la mitzvot? À quoi sert le shtar, l'acte de prêt? Eh bien, il sert à prouver que je t'ai prêté de l'argent. Si je n'ai pas de shtar, eh bien, tu risques de nier et dire, par exemple, je t'ai remboursé, tu m'as prêté, je t'ai remboursé. Tu peux dire ce que tu veux. Or, celui qui veut faire teshuva, il avait écrit, je t'ai prêté 10 000 shekels, tu me rembourses 12 000. Et il a le shtar. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire le shtar. Mais quand il déchire le shtar, il n'a plus de preuves. Pas seulement pour 12 000, mais même pour les 10 000. Alors là, il court un risque. Eh bien oui, c'est le prix à payer pour faire teshuva. Puisque avec ce shtar-là, tu avais prêté avec intérêt, c'est ce que tu avais stipulé, et là maintenant tu déchires, c'est que vraiment ce monsieur, il dit, ne me rembourse pas plus. Et dans ce shtar, il y a écrit 12 000 au lieu de 10 000, je déchire. Tu me dois que 10 000. Mais demain, ce monsieur, l'emprunteur, il peut mentir, il peut dire, tu sais, je t'ai déjà remboursé. Normalement, quelle est la preuve qu'il ne m'a pas remboursé? Le shtar. Si tu m'avais remboursé, je t'aurais rendu l'acte de prêt. S'il est chez moi, c'est que tu ne m'as pas remboursé. Et maintenant, le monsieur, il court un risque. Il est prêt à courir un risque, rien que Dieu lui pardonne. Ils peuvent refaire un shtar. Ils peuvent aussi. Mais imaginons qu'il n'y a pas eu l'occasion de le faire. Lui, il déchire d'abord. Ensuite, la Gemara dit il n'est pas suffisant de déchirer le shtar, mais il faut faire une teshuva complète. Boker Tov. Qu'est-ce que ça veut dire une teshuva complète? Mais tu viens de dire qu'il a déjà déchiré le shtar. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Écoutez ça, c'est trop beau. Afilou le nochri, l'homme fait. Même un goy, il ne prête pas avec intérêt. Normalement, la Torah n'a pas interdit de prêter avec intérêt au goy. Comme le goy peut nous prêter avec intérêt, nous aussi, on peut prêter avec intérêt au goy. L'interdiction de prêter avec ribit, c'est uniquement à un juif. Or, Hachamim ont dit, bien que la Torah est autorisée, mais nous, Hachamim, on a restreint ce champ d'action. C'est uniquement en cas de ce qu'on appelle Haye Nefesh. Si c'est vraiment vital, le bonhomme n'a pas d'autre parnassa que cela. Pskin, celui qui crève de faim, il a le droit, en effet, de prêter avec intérêt au goïm. Mais si ce n'est pas tellement nécessaire, ce n'est pas vital, ce n'est pas Haye Nefesh, alors c'est Assour Miderabanan. Ce monsieur, il ne prête pas au goïm, même pas au goïm, et même pour Haye Nefesh. Il va aller se chercher un autre travail. Il ne va pas faire ça. Pourquoi? Étant donné qu'il avait prêté à un juif avec intérêt, et il a regretté amèrement, pour démontrer sa teshuva, désormais, il ne prête plus du tout avec intérêt, même pas au goïm, et même pas pour Haye Nefesh. C'est ce qu'on appelle Hazara Gemura. Ou Mafri Heyonim. Qu'est-ce que ça veut dire, Mafri Heyonim? La Braïta nous dit ceux qui font voler
les pigeons, Elu, Shemamrim, et Hayonim, Velo Beyonim Bilvad Amru, et la filou, Behema, Haya Vaof, Vehematay Hazaratan, Misheyeshaberu, et Pegamehem, Veyahazru Bahem, Hazara Gemura, de Afilu Bamidbar Nami, Lo Avde. Voilà les amis. On va maintenant toucher le point crucial, à savoir ce qui nous concerne, la compréhension de la traduction de Mafri Hayonim. D'abord, on va lire la Braïta, mais on va la continuer, et ce n'est qu'à la fin de la citation de cette Braïta, entièrement, c'est là qu'on va faire la déduction pour poser une kushia. Mafri Hayonim, Elu Shemamrim et Hayonim. Le mot Mamrim, ça veut dire énervé. Comme Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, Mamrim haïtem im Hashem. Vous avez énervé Hashem. Vous vous rebellez contre lui. Vous êtes Mamrim. Comme Shim'ona Hammorim. Morim et Morehem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mamrim et Hayonim? Ils énervent les Yonim. Ils énervent les pigeons. A priori, c'est que ils veulent inciter les pigeons à se disputer l'un avec l'autre. Et ils le chauffent. Il y en a qui font ça avec des chiens. Ils dressent leurs chiens ou avec des coqs. Ah oui, avec des coqs, vous avez déjà vu ça? Bien fait. Alors, ils éduquent leurs coqs ou leurs pigeons à se battre avec le pigeon de l'autre ou avec le coq de l'autre. Et a priori, c'est pour parier, c'est pour gagner des sous. Nahon, a priori. Et on te dit, ce n'est pas qu'avec des colombes, ce n'est pas qu'avec des pigeons. La même halakha de disqualification d'un homme pareil, elle concerne également le jeu avec Behema, Haya, Vaof. Traduction de Behema, animaux domestiques. Haya, animaux sauvages. Of, volailles, toutes sortes d'oiseaux. Ve'ematai, tous les volatiles. Ve'ematai hazaratan, et c'est quand qu'on appelle un bonhomme qui a fait teshuva, mi sheishaberu et pegamehem, à partir du moment où ils ont cassé, brisé leurs claquettes. À quoi servaient les claquettes? Ça servait à chauffer, les exciter. Bravo. Tac, 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 vas-y. D'accord, pour encourager sa Behema Hayavarov à lutter contre l'autre. Alors c'est quand que ce monsieur qui était Passoul, la Edout, Passoul, la Dayanout, est désormais réhabilité, quand il a fait preuve d'une teshuva. Comment? Pac! Il a cassé ses claquettes qui étaient l'objet de la stimulation de l'oiseau. V'yahazru bahem hazara gemora. Ça ne suffit pas qu'il casse. Il faut qu'il fasse teshuva shelema. Comment il fait une hazara gemora? De afilu bamidbar nami lo avde. C'est-à-dire que même dans le désert, ils ne le font pas. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a aussi l'histoire d'aller pigeonner les pigeons, d'aller voler les pigeons. Quel était le problème d'aller chercher des pigeons d'ailleurs? C'est que c'est du vol, car il y a des pigeonniers voisins. Mais dans le désert, tous les pigeons qu'il va ramener de là-bas... Pas de zone privée. Exactement, c'est pas une propriété privée le désert. Eh bien celui-là, il a tellement fait teshuva qu'il ne va pas envoyer son pigeon pour aller chercher des pigeons, pas seulement dans le Yishuv, dans l'agglomération où il va aller chercher des pigeons, des pigeonniers voisins, mais même dans le désert où il va chercher des pigeons abandonnés, évidemment, Efker. Quatrième catégorie de disqualifiés, Sohare Shevi'it, ceux qui vont faire du commerce avec les fruits de la Shemitah.
chose interdite par la Torah. Elou, shenos'im benotnim, beperot shevi'it. Ils font du business avec les fruits de Shvi'it. Ve'ematai hazaratan, c'est quand qu'on peut considérer qu'ils ont fait teshuva. Mishetagiar shevi'it acheret ve'ibadelu. Si, dans le prochain septennat, dans la prochaine Shemitah, ils ne vont plus faire cette chose-là de commercialiser ces fruits, ils vont ouvrir leurs vergers, ouvrir leurs champs agricoles et abandonner leurs fruits, désormais ça s'appelle teshuva. Ve'amar Rabbi Nehemia, lo hazarat dvarim bilvad amru, et la hazarat mamon, c'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire juste, on prend sur nous un engagement de ne plus recommencer. Non, il faut hazarat mamon. Comment il fait? Eh bien, il va carrément donner au, comment il s'appelle, au Aniyim, la somme d'argent équivalente à tous les fruits qu'il a commercialisés. Ketzad, Omer Ani Peloni, Bar Peloni, Kinasti Mataim Zuz Beperot Shvi'it. Varem Netunim et Matana la Aniyim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, moi, malheureusement, j'ai fait cette avéra de faire du business avec les fruits de Shemitah. Pour une valeur de combien ces fruits-là? 200 zouz. Eh bien, je prends 200 zouz de mon porte-monnaie et je distribue aux pauvres. Pourquoi les pauvres? Quel rapport les pauvres? Pourtant, la Shemitah, on ouvre le jardin et tout le monde peut venir. Il n'y a pas que les pauvres, même les riches, ils peuvent rentrer et manger. Mais la Torah écrit Ve'achlu evyoner amecha. Ils mangeront les pauvres de ton peuple. Ça veut dire qu'en quelque sorte, la Torah, même si elle a permis à tout le monde, riches inclus, mais l'objectif principal, c'est les pauvres. Ils sont tout le temps en galère. Eh bien, enfin, ils se retrouvent égaux avec les riches. Tout le monde arrive et tout le monde peut prendre gratuitement. Fin de citation de Baraïta. Katanemi had behema. Bish lama lemande amar ite kadme yonach le yonainu de mashkahat la behema. Ela lemande amar ara ada behema bat hachihi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ceux qui lisent ada, il y a ceux qui lisent ara. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? D'après celui qui a dit que l'histoire des pigeons, c'est du tiercé, alors je peux comprendre la Braïta qui a dit que ce n'est pas uniquement lorsqu'il fait un pari avec des pigeons, mais même avec des behema, haya, vaof, animal domestique, animal sauvage et les oiseaux. S'il vous plaît, et comment est-ce qu'on peut comprendre cette braïta d'après celui qui a dit que c'est aller voler les autres pigeons? Regardez comment la Gemara pose la question. Elle dit, encore quand c'est du tiercé, qui va courir plus vite que l'autre, qui va gagner l'autre, eh ben on peut faire une course aussi avec des behemoths. C'est quoi les behemoths? Ça peut être des behemoths. Tmeot, behemoth, par exemple, les chevaux, c'est du tiercé, c'est behemoth. Du tiercé. Les chiens, on peut faire une course et on peut faire une lutte entre chiens. Toutes sortes de behemoths. Ça s'appelle behemoth domestique, behema. Mais haya, c'est des animaux sauvages. Est-ce qu'on peut faire aussi du domptage, du dressage d'animaux sauvages? Pourquoi pas? On peut dresser des lions, des tigres, et ensuite on les met dans l'arène, allons-y. Soit une course, soit une bataille, c'est aussi possible. Ça c'est haya. Vaof, pareil, les oiseaux, on a déjà dit que ça marche aussi. Mais la question maintenant de la Gemara, elle dit, si c'est une histoire d'aller voler, alors on peut imaginer qu'on envoie un oiseau pour aller voler les autres oiseaux. C'est-à-dire notre poulailler,
d'un autre pigeon. Ça, on a compris. On peut également pour Haya. Mais comment tu peux comprendre ça pour Behema? Tu t'imagines, toi, envoyer un mouton ou un bœuf pour aller voler les autres moutons, les autres bœufs? Non. Excusez-moi, pour aller voler des hayot. Mais les hayot, ils vont dévorer la petite Behema. Tu vas envoyer une brebis pour aller voler un tigre? C'est pas compatible. Hein? Elle reviendra plus. Il en fera qu'une seule bouchée. Alors c'est quoi cette histoire? Alors la Gemara dit, et là les mandé amar ara behema batachi. La Gemara répond une réponse à couper le souffle. Elle dit in. Oui, c'est possible. Beshor habar. Le buffalo, le buffle, ou keman de amar, shorabar, min behemahu, ditnan shorabar, min behemahu, Rabbi aussi Omer, min hayahu. Le buffle, il est cachère, mais c'est un animal sauvage. Et il vit dans la forêt, dans la savane. D'accord? Eh bien, lui, c'est d'après le Mandé Amar, qui dit que c'est une behema, c'est une mahloket. Rabbi aussi dit que le buffalo, il rentre dans la catégorie haya. Oui, parce qu'il est Et l'autre, exactement. Et l'autre, et l'autre dit qu'il est behema. Une behema. Quel est l'objet de la mahloket? Il te dira qu'il est. Si on dit que les BMA, dans le cas, si on dit Ils sont tous cachères. D'après les deux opinions, il est cachère. La question est de savoir, est-ce qu'il est BMA ou Haya? Quelle est la différence à l'Afrique entre BMA et Haya? Il y a deux différences. Oui, mais quelle est la différence à l'Afrique? Quelle est l'incidence? Incidence, s'il s'appelle Haya ou s'il s'appelle BMA. Même le Haya, même Haya, par exemple. On a dans la Torah 7 Hayot Tehorot. Oui. Ayal, Tsevi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer. Dans Parashat Shmini. Mais pas le lapin. Ah ben d'accord que non. Alors, ces 7 hayot, par exemple la gazelle, le cerf, ce sont des animaux sauvages, cachers. Alors, écoutez ça. D'accord, mais ça c'est vrai. Ils ne sont pas corbanisés. Ils ne sont pas corbanisables. On ne peut pas les offrir comme corban, c'est vrai. Parce que c'est des hayot, ce n'est pas des behemoths. Mais il y a une halakha comme ça. Est-ce que le helev, la graisse, le suif de behema est cachère? Réponse non. Car en effet, le helev, on l'offrait comme korban. Et donc, le helev d'une behema n'est pas cachère. Celui qui mange du helev, il est hayav karet. D'accord? On peut manger que le shuman, mais pas le helev. En général, nous, qu'est-ce qu'on mange? On mange du shuman, mais pas du helev. Le ritmo, c'est pas... Non. Et c'est tout le travail du nikour. Les ménakrim, c'est un travail très dur de savoir où se situe le helev interdit et laisser le shuman qui est permis. Et il y a également une deuxième halakha, c'est le kisou yadam. Au moment de la shchita, quand on fait la shchita et le sang coule par terre, est-ce qu'il faut le recouvrir? Si c'est une volaille, oui. Si c'est une haya, oui. Behema, non. Alors, le kisouy haddam, c'est uniquement pour haya baof, mais pas pour behema. Alors, maintenant, le buffalo, quand on lui fait la shchita, est-ce qu'il faut lui faire kisouy haddam? Et est-ce qu'on peut manger son helev? Eh bien, ça dépend. S'il appartient à la catégorie behema, primo, helev interdit, secondo, inutile de faire kisouy haddam. Et s'il appartient à la catégorie haya, helev permis, par contre, il faut faire kisouy haddam. C'est la mahloket. Alors voilà ce que cette braïta voulait dire. Qu'il existe behema, haya, vaof, qui pourrait aller dans la jungle et pour aller chercher
des hayot de là-bas. Comment le buffalo peut se familiariser avec des hayot? Oui, il vit dans la jungle. Tana. Osifu alehem hagazlanim vehamsanim. On a rajouté également les voleurs et les hamas, les hamsan. Qu'est-ce que c'est que hamsan? Hamsan, c'est quelqu'un qui prend un objet de l'autre et il lui paye. Mais il lui prend de force. Il lui dit, moi, tu veux me vendre ta Rolex? Il lui dit, non, pas du tout, parce que c'est dernier numéro de série, il n'y en a plus la même. Ou bien c'est un cadeau de ma femme pour l'anniversaire, je ne veux pas le vendre. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il lui arrache la Rolex et il lui pose 100 000 euros sur la table. Eh bien, l'autre lui dit, mais je ne veux pas te la vendre. Ça, c'est un hamsan. Le Hamas, yahiv damé, il paye. Et Hachamim m'ont dit, même le hamsan et même le gazlan sont disqualifiés, invalidés en tant que témoins au juge. La Gemara pose la question, elle dit, Boker Tov, t'as pas besoin de le rajouter dans la Mishnah, dans la Braïta. C'est écrit dans la Torah clairement. Al tachet yatra imracha liot et hamas. Alors, plus clair que ça, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter dans la liste des hachamim? La nitzrecha et la lemetziat hereshote vekatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle de quelqu'un qui a volé un petit enfant, ou un fou, ou un malentendant. Hereshote vekatan. Ils sont pturim des mitzvot et ils ne peuvent pas être propriétaires vraiment d'un objet. Alors imaginons qu'ils ont trouvé un objet. Est-ce qu'ils sont propriétaires? Non, parce qu'ils ne peuvent pas faire kinyan. Celui qui leur vole, dans l'absolu, on aurait dit, il n'a pas volé d'un propriétaire. Mais Hachamim ont dit, mi pene darke shalom, pour la paix. Parce que si tu te permets de faire ça, le père de l'enfant, ou le père du Heresh Katan, ou bien le Heresh lui-même, il va te donner 2 coups de poing, et après ça, toi tu vas lui rendre 4 coups de poing, et c'est comme ça qu'on va avoir des disputes. Ou bien le père de l'enfant, il dit, mais mon fils, c'est lui qui a trouvé la Rolex. On va lui expliquer au père maintenant que son fils, qui n'est pas bar mitzvah, n'est pas apte à faire le kinyan. Tu vas lui dire ça, et lui maintenant il a une Rolex il dit, mais tu me la rends tout de suite, ou bien on va voir de quel bois je me chauffe. Alors, qu'est-ce qu'on dit les hachamim? Miderabanan, le kinyan de l'enfant est un kinyan. Personne n'a le droit de lui voler. Ni le shoté, ni le katan, mi pene darke shalom. Mais Ikara Savour, au début, les hachamim disaient, Metziat heresh shoté ve katan, la shechiha. Ina mi pene darke shalom be'alma. Kevan de hazou de sof sof. Mamonad hu de kashakle. Paslin hu rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, les hachamim ne voulaient pas disqualifier les voleurs d'enfants, ou de heresh, ou de shoté. Parce qu'ils ont dit, on ne va pas décréter et instituer une halakha pour des cas rarissimes. C'est rarissime. Mais quand ils... Ou bien aussi, c'est Mipnei Darkei Shalom, c'est pas du vrai vol, c'est juste Mipnei Darkei Shalom. Mais après, quand ils ont vu que, finalement, l'homme qui a volé l'enfant, pourquoi il a fait ça? C'est pour un intérêt lucratif. Ça veut dire que l'argent lui fait faire des choses qui ne sont pas convenables. Alors, Hachamim m'ont dit, Passoul. Alors, la Gemara dit, voilà pourquoi les Hachamim ont décidé de disqualifier ces gens, c'est parce que c'est l'esprit qui se dégage de leur vol. Bien que, dans l'absolu, ça ne s'appelle pas un vol, puisqu'on a dit « Heresh shoté vekatan » ne peuvent pas être propriétaires. Mais puisque Hachamim ont dit « Pnei darkei shalom » ne vaut pas, alors pourquoi lui le fait? C'est parce que l'attrait lucratif est plus fort que lui. Alors, si un jour quelqu'un lui dit « Viens témoigner, un faux témoignage, et je te paye », eh bien il se laissera soudoyer. On ne peut pas compter sur une personne pareille. Elle n'est pas fiable. Hamsanim,
C'est quoi Hamzanim? Celui qui prend un objet et il paye. D'accord? Hamas. Alors pourquoi au début Hachamim ne l'ont pas disqualifié? Pourquoi ils ne l'ont rajouté que plus tard? Hamsanim, mais Ikara Savour, des Mekayahiv. Au début Hachamim ont dit, puisqu'il a payé, après tout il a payé. D'accord? Puisqu'il a payé, c'est pas un voleur. Il a payé 100 000 shekels la Rolex. 100 000 euros. La Rolex. Et donc, en effet, c'est pas un voleur. Kevan de Hazou de Kahatfe, Gazrou Beu Rabanan. Quand Hachamim ont vu que ces gens-là, ils arrachaient la Rolex pour, même s'ils payaient, ils ont dit ça, c'est un mauvais comportement qui montre que ces gens, pour un intérêt d'argent ou de folie de grandeur, ils sont capables de vendre leur âme. Alors ils sont capables aussi de faire un faux témoignage ou un faux jugement. Voilà pourquoi ils ont été disqualifiés. Bruchim tiyu.